pour rentrer dans le concret, on va appeler différentes structures à venir nous raconter ce qu'il y a dans leur feuille de route. Donc j'invite Pascal et Frédéric de la CCI Nord-Isère à venir sur scène. Mais aussi Mélanie de Serpollet. Et enfin Coralie de Eurofin. Joli Frédéric, il fallait le tenter. Il y a un escalier aussi, on est d'accord. Installez-vous. Merci beaucoup à vous quatre. On sait que ça met un petit peu de stress, de se dire qu'on va raconter sa feuille de route, appuyer sur un bouton publier. Bon, finalement, on peut le faire discrètement depuis son canapé, mais là, de trouver devant tout le monde, c'est pas forcément si simple, et c'est pas forcément un exercice que vous faites souvent. Donc, merci pour ça déjà. On va commencer par la CCI Nord-Isère. Ça nous paraissait intéressant en fait d'avoir une organisation, puisque finalement on dit convention des entreprises pour le climat, mais il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des organisations au sens large. Et pour nous c'était intéressant, surtout une organisation qui se doit d'accompagner, dont la mission est d'accompagner les entreprises. C'était intéressant pour nous de montrer cet angle-là. Et donc Pascal et Frédéric, c'est à vous. Merci. Bon, on a dit oui, donc on se lance. Donc, ravie et très fière d'être là. Merci pour votre... faut que j'approche le micro. Pour votre proposition. Donc, je suis Pascal Bèche, je suis directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère. Et je suis avec mon binôme, Frédéric Durand, qui est membre élu à la CCI Nord-Isère. Alors, quand on nous a demandé de pitcher, on s'est dit, dans un pitch traditionnel, une chambre de commerce et d'industrie, de quoi on aurait pu vous parler? On aurait pu vous parler de performance, de croissance, de tableau de bord, de développement à l'innovation, de développement à l'international, d'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises, ou plein d'autres sujets sur la croissance qui est liée à l'ADN d'une chambre de commerce et d'industrie. On aurait pu également vous parler des aléas auxquels sont confrontées les entreprises. Perte d'activité liée à un sinistre, arrêt brutal d'une activité industrielle suite à un arrêté sécheresse, aléas économiques de plus en plus réguliers, charge mentale des dirigeants. Mais aujourd'hui, nous avons surtout envie de vous parler de robustesse territoriale. Alors, je vais vous amener quelques secondes dans le Nord-Isère. Alors, je sais qu'il y a des entreprises du Nord-Isère présentes ici, donc je leur fais un clin d'œil. Je pense qu'il y a Jetly, Laboratoire Westling et la Fondation Boissel. J'espère que j'en oublie pas. Donc, le Nord-Isère, je vous invite, vous sortez de Lyon et vous arrivez sur un territoire qui est un carrefour. On dit souvent un carrefour entre Lyon, Grenoble, Chambéry, etc. Et un territoire d'entre-deux. Entre-deux, c'est pas très chouette comme terme, mais néanmoins, un territoire d'entre-deux a comme principe souvent de faire naître des solidarités plus facilement. C'est un territoire de 30 000 entreprises. Il y a des grands groupes, il y a des ETI, et 90% ont moins de 10 salariés. Et c'est un secteur avec des secteurs industriels qui restent forgés, avec, par exemple, le textile, avec les tissus à usage technique, l'agroalimentaire, la construction durable, la logistique ou la chimie et la pharmacie. Quelques exemples concrets. Le Nord-Isère, c'est entre autres le fil rouge de la vache qui rit. C'est aussi la façade du Mucem à Marseille. C'est également les cordes qui assurent les meilleurs grimpeurs, ou encore le papier glacine qui sert de support aux étiquettes autocollantes, ou enfin les toiles qui ont protégé les stades des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais nous le savons, aucun territoire n'est à l'abri. Les crises peuvent s'abattre de façon brutale et déstabiliser l'ensemble d'un écosystème. Aucun acteur du Nord-Isère ne doit penser qu'il est à l'abri d'un tel chaos. Alors du coup, quand on s'investit au quotidien sur un tel territoire et qu'on a fait la CEC, vous vous doutez qu'on s'est quand même posé la question comment on peut ne pas imaginer notre rôle en tant que CCI sous un prisme nouveau. Et donc on s'est projeté en se disant et si les acteurs de ce territoire, les entreprises comme vous, mais aussi les collectivités territoriales et les porteurs de projets, contribuaient à la robustesse du territoire et en bénéficiaient. Alors après, la robustesse, qu'est-ce que c'est et comment on y va? Du coup, on s'est donné 3 directions dans notre feuille de route. La première, c'est ancrer pour pérenniser. La deuxième, c'est comment incarner pour embarquer. Et la troisième, comment coopérer pour tisser.
Donc, ancrer, c'est demain, comment peut-on accompagner les entreprises d'une manière individuelle à identifier leurs vulnérabilités, mais surtout à les amener à partager entre elles sur leurs vulnérabilités à l'échelle de leur territoire d'implantation, et ça directement en lien avec le territoire, pour rapidement favoriser un apaisement individuel et collectif. Une fois qu'on a réussi à ancrer les entreprises pour favoriser leur pérennité sur le territoire, c'est comment incarner. Incarner, c'est guider, c'est créer des petites lumières. D'abord, via nous, comment la Chambre peut modifier son propre impact, parce qu'on a cette introspection à réaliser. C'est comment renforcer notre rôle de lanceur d'alerte sur ces sujets d'économie régénérative. Et c'est surtout mettre en lumière les belles actions portées par des acteurs du territoire pour embarquer plus facilement et soutenir ces belles histoires. Et une fois qu'on a fait ça, c'est effectivement comment coopérer pour tisser des liens de coopération, de solidarité. On a vu que c'est une valeur importante. Et donc, on veut être un lieu de convergence des liens. On veut favoriser les liens entre les réseaux d'entreprises et on souhaite créer un réseau des acteurs engagés sur ces sujets-là pour, encore une fois, accélérer la prise de conscience et donc accélérer les phénomènes de coopération. Donc, nous savons que le Nord-Isère, la robustesse territoriale ne se limite pas au Nord-Isère. Et nous savons que chaque territoire a cet enjeu et cette nécessité de s'engager dans cette dynamique. Donc, ensemble, nous pouvons améliorer nos territoires respectivement et notre robustesse, mais nous pouvons également tisser, comme le disait Pascal, des liens de résilience qui bénéficient à tous. Alors, je vais vous proposer quelque chose, parce que j'ai vu que l'assistance était très connectée. Quand j'ai levé la main tout à l'heure, il y en a 2 qui ont fait un signe. Donc, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, et de poser votre main sur l'épaule de votre voisin ou de votre voisine, en face ou à côté de vous. Pascal, viens là, oui. Voilà, merci. Et vu d'ici, même si on n'est pas très haut, c'est très chouette. Donc, ce geste symbolise la force collective de notre territoire. En vous liant ainsi, vous incarnez la robustesse. Vous incarnez la robustesse et du coup, tu m'as perturbé. Et oui, chacun de vous est un point d'ancrage. Et à la fois un point d'ancrage solide et un lien avec les autres qui tissent les mailles d'un territoire fort, vivant et solidaire. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être juste, je vous laisse vous reprojeter dans le Nord-Isère. Donc, vous imaginez quelques années de plus que l'on a. Vous re-rentrez dans le Nord-Isère, vous sortez de Lyon. Et donc, vous arrivez sur un territoire qui est devenu un véritable tissu robuste, à l'image de la filière industrielle du Nord-Isère. Un tissu donc robuste, comme l'a dit Frédéric, qui a été créé par les acteurs du territoire. Un tissu robuste qui a su s'adapter aux changements climatiques, mais pas que. Un tissu robuste qui s'est déformé, qui s'est ajusté, qui s'est transformé, mais qui ne s'est pas déchiré et qui ne s'est pas rompu. Et donc un tissu robuste qui a abrité ses acteurs pour un climat plus apaisé et apaisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Ils font même des reliances dans les pitchs cette année. Ah là, les 2023, vous n'étiez pas prêts. Hein. Merci beaucoup. On va passer à Mélanie qui représente Serpollet. Donc, la famille Serfim est venue en force aujourd'hui, je crois. Oui. Donc, tu représentes Serpollet, filiale du groupe Serfim. Et merci beaucoup de prendre la parole. Avec plaisir. Bon, c'est pas évident de prendre la parole après la CCI et le très bon pitch que vous avez fait. Moi, je vais pas faire d'animation parce que c'est pas trop mon truc et j'ai besoin de mon anti-sèche, donc vous me pardonnerez. Mais je vais faire de mon mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous.
Et plutôt qu'un frein, si le secteur des travaux publics devenait un moteur pour la transition de nos sociétés et de nos modèles économiques. Donc, je suis Mélanie, je suis responsable prévention, transition écologique et sociale chez Serpollet, qui est une entreprise de travaux publics et électriques du groupe Serfim. Avec Sébastien, le président de l'entreprise qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et d'autres sociétés du groupe comme Serfim TIC, qui est juste derrière, nous avons rejoint la dynamique de la CEC, portée par l'envie de transformer notre manière de travailler. C'est un mouvement qui est également fortement soutenu par notre PDG, Alexandra Mathiolon, qui est également ici présente dans l'Assemblée aujourd'hui. Alors oui, nous avons un objectif commun, c'est celui d'aménager des territoires durables et respectueux du vivant. Mais soyons honnêtes, transformer le secteur du BTP, qui représente près de 30% des gaz à effet de serre et 70% de la production de déchets en France, c'est pas gagné d'avance, clairement. Voilà. Et spoiler alerte, personne n'a trouvé la baguette magique pour fabriquer un chantier à zéro impact à ce jour, mais on s'accroche et on y travaille. Donc aujourd'hui, nos chantiers consomment des ressources, ils génèrent des émissions de CO2, ils produisent des déchets et plus largement, ils impactent le vivant. Et ça, il faut que ça change. Participer à la CEC a été un électrochoc pour nous. Au début, tout semblait sous contrôle, Serpollet avançait, fidèle à ses engagements, fier de ses performances et de ses progrès. Et puis chaque année, en fait, on cochait les cases, convaincus qu'on faisait notre part du travail et notre job. Et puis un jour, une fissure est apparue, une question qui revenait, qui était insistante. Est-ce que c'est suffisant ? Et c'est au cœur du parcours CEC que cette question elle a pris vraiment toute son ampleur, et parce qu'en fait, on a vécu ici un véritable basculement, un vrai chamboulement. On a regardé avec un œil nouveau nos métiers, nos décisions, notre modèle économique, et on a compris que continuer ainsi, ça revenait en fait, même si on faisait mieux, ça revenait à repousser l'inévitable. Alors, une idée un petit peu folle a émergé et on s'est dit, mais si chaque chantier de Serpollet devenait une contribution positive pour le vivant et le territoire en réalisant des infrastructures robustes et justes. Alors, jusqu'à maintenant, on ne s'est pas contenté que de rêver, on a quand même fait quelques actions. Avec nos clients et nos fournisseurs, on a multiplié les expérimentations bas carbone. Sur le terrain, on a commencé à intégrer des matériaux recyclés, à revoir nos méthodes de travail, nos process, pour qu'elles soient moins génératrices de déchets. On a testé des solutions d'économie circulaire, on a rétrofité des luminaires, allongé la durée de vie de nos infrastructures. Et on a aussi proposé à nos clients des solutions d'éclairage qui sont intelligentes, qui respectent les trames noires. On n'a pas oublié non plus l'humain, on a favorisé l'insertion sociale et on a soutenu des retombées économiques locales. Bon, du coup, on a quand même fait pas mal de choses, on n'a pas chômé, mais on a quand même cette question qui revient sans cesse et qui est vraiment tenace. Est-ce que c'est suffisant ? Et la réponse, évidemment, c'est non. Voilà. Notre ambition pour 2035, elle est claire. Chaque chantier réalisé par Serpollet doit devenir un espace de reconquête sociale et environnementale. Alors, on veut clairement changer le cadre de pensée, basculer d'un monde où la valeur se mesure au ratio qualité-prix, et passer à un monde où le vrai critère, en fait, c'est le rapport prix-impact. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais concrètement, quel est le vrai coût d'un chantier, socialement, écologiquement, et surtout, qu'est-ce qu'il peut rapporter de positif à la biodiversité, au territoire et aux habitants ? Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des projets qui consomment moins, avec des matériaux recyclés, des matériaux qui sont biosourcés, des matériels à faible émission et une logistique optimisée des ressources qui sont mutualisées entre les différentes entreprises. Des chantiers qui rejettent moins aussi en misant sur l'emploi, l'économie circulaire, de nouvelles filières de valorisation et une maîtrise des déchets générés. Nos offres, elles sont construites et conçues avec nos parties prenantes dès la réponse à l'appel d'offres. On va intégrer des solutions sociales, l'inclusion, l'emploi local et le soutien à des dynamiques de territoire. Et parce qu'un bon choix, ça se construit, on accompagne aussi nos clients pour leur permettre de comprendre et d'agir. On réalise des supports pédagogiques, on fait des études de cas communes, des ateliers de réflexion sur les enjeux RSE qui nous rejoignent. Enfin, on n'attend pas que tout soit parfait pour avancer, on expérimente, on teste aussi sur nos chantiers pilotes, on documente, on partage pour progresser ensemble. Mais aller vers la régénération, c'est aussi un changement de culture, de posture et parfois de métier, avec une nouvelle boussole, le vivant.
Comment s'en inspirer? Comment le protéger? Et mieux, comment le renforcer? Donc on y répond avec des actions plutôt concrètes. On réalise des chantiers à impact positif qui permettent parfois la revégétalisation ou la création d'îlots de fraîcheur, par exemple. C'est très attendu en ce moment dans les grandes villes. D'autres fois, la reconnexion d'un corridor écologique. On va aussi tester des matériaux des techniques qui sont régénératifs, comme des bétons de bois ou des bétons de lin qu'on voit aussi en ce moment beaucoup dans le bâtiment. En tout cas, grâce à nos chantiers démonstrateurs, on prouve que l'exemple d'un autre modèle, il est réalisable et réplicable. Et le changement, il va aussi passer par nos salariés. On a des collaborateurs, on veut des collaborateurs formés, responsabilisés, fiers d'appartenir à un mouvement qui dépasse les règles classiques du travail public. Grâce à la création de notre école interne, on développe des parcours pour former aux compétences et aux métiers de demain, qui seront en rapport avec notre feuille de route. Et ce n'est qu'un début, parce qu'il faudra aussi inventer de nouvelles filières, tisser de nouveaux liens avec les écoles, les territoires et les syndicats d'entreprise. Mais régénérer, ça ne se fait pas en solo. Alors on change de posture. On ne se contente pas d'être juste prestataire, on devient partenaire. On tisse des liens, on ouvre la porte et surtout, on partage. Donc concrètement, ça veut dire quoi? On va imaginer des projets avec les territoires, organiser des concertations, dialoguer avec les collectivités, les habitants, les acteurs économiques. C'est aussi faire appel aux talents locaux, aux TPE, aux PME, aux filières de proximité, pour des emplois qui ont du sens et qui ont des racines. Et on veut aller encore plus loin, mesurer les bénéfices communs générés par ces nouvelles manières de faire, les valoriser et les faire connaître. Et pour continuer à avancer, on crée des groupes de travail, notamment sur les boucles d'économie circulaire, pour passer d'une approche déchets à une approche 100% ressources. On participe à des rencontres, on co-construit avec des startups, des écoles ou des services R&D. Enfin, régénérer, c'est aussi se transformer de l'intérieur, nos façons de décider, de piloter et de collaborer. Alors, on fait évoluer notre gouvernance. Les décisions ne se prennent plus uniquement en se basant sur des chiffres, elles doivent désormais être guidées aussi par leur impact. On intègre la triple comptabilité. On forme nos managers à un leadership plus vivant et plus transparent. On valorise celles et ceux qui inspirent, qui embarquent, et pas juste ceux qui performent. On repense aussi la redistribution, plus juste et plus globale. Et surtout, on rend tout ça lisible, avec des indicateurs d'impact clairs, un rapport ouvert à tous, des moments de partage sur ce qui a fonctionné, ce qu'on a compris et ce qu'on aimerait améliorer ensemble. Enfin voilà, nous avons compris une chose essentielle, cette bascule vers l'entreprise régénérative, on ne pourra pas la mener seule. Il nous faut des idées partagées, des alliances audacieuses et un vrai travail collectif. Aujourd'hui, on ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais on a une certitude, l'ancien modèle touche à sa fin et nous avons choisi d'être de ceux qui construisent le nouveau. Alors, êtes-vous prêts à nous challenger et à inventer avec nous les chantiers de demain? Merci. Un grand merci. C'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'ai. Et pour poursuivre, notre troisième et dernier pitch avec Coralie, directrice générale de Eurofins Hydrologie. C'est ça. PFAS, CVM, Pseudomonas aeruginosa, métabolite de chlorothalonil. Je pense que tout ça est parfaitement clair pour nous tous. Si ça ne l'est pas tout à fait, sachez que ça fait partie des 8 millions de paramètres que l'ensemble des équipes que je dirige analysent chaque année. Bonjour à tous, je suis Coralie Sassola, je suis le directeur général des activités Eurofins Hydrologie pour la France. Eurofins, c'est un groupe de laboratoires qui a été créé en 87 à Nantes. On est un groupe français et on détient aujourd'hui à peu près 1000 laboratoires dans le monde, 62 000 salariés dans une soixantaine de pays. Nos secteurs d'activité, c'est l'agroalimentaire, les analyses de biologie médicale, les analyses pharmaceutiques et les analyses environnementales. Et évidemment, au sein des analyses environnementales, l'eau a une très grande part. L'être humain, il est composé à 60% d'eau. On met 3 jours en tant qu'homme à mourir si on n'a pas accès à l'eau. Et il y a 113 pays dans le monde où la sécurité hydrique n'est pas assurée, c'est-à-dire où on n'a pas l'accès à de l'eau potable de qualité.
Et donc, finalement, quand on travaille chez Eurofins Hydrologie, on a la prétention de croire qu'on travaille pour ce qui est important et que finalement, la combinaison du plancher social et du plafond écologique, c'est notre quotidien. Et c'est peut-être un peu avec ça qu'on est arrivé à la CEC. Et en tout cas, avec le sentiment qu'on en faisait déjà pas mal. Et une chose qui nous anime beaucoup chez Eurofins, enfin, il y en a deux. La première, c'est la science. La deuxième, c'est les chiffres. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de comprendre que lors des premières sessions, il allait falloir se connecter aux émotions, faire parler son cœur, qu'on allait devoir faire des sessions yeux fermés de respiration collective. Pardon. Donc en fait, tout ça avait un but, très clairement. Et en réalité, ça m'a beaucoup plus transformée que je ne l'aurais cru et même voulu. Donc les émotions avaient un intérêt. Ok, très bien, je le note. Si vous me connaissiez, vous sauriez que c'est vrai. Alors qu'en réalité, moi, ce à quoi je suis connectée d'habitude, c'est l'eau. Donc l'eau, ça nous anime tous au quotidien. Hein. C'est l'eau du café qu'on a bu ce matin. C'est l'eau qui rentre dans la crème qu'on a mis sur son visage. C'est l'eau de baignade de nos dernières vacances. C'est l'eau du fleuve qui traverse la région. C'est l'eau qui est rejetée par la station d'épuration de la ville. C'est l'eau de la nappe phréatique qui est sous nos pieds. Enfin, l'eau, c'est vraiment le vivant dans tout ce que ça compte d'important. Et malgré le fait que ce soit ce qui nous anime au quotidien, la CEC nous a quand même transformés. Et surtout, elle nous a fait prendre conscience d'une chose importante, c'est que les analyses qu'on réalise, elles sont à 90% des analyses réglementaires, elles sont obligatoires. Et donc, nous, on s'inscrit là-dedans et on les met simplement en œuvre. Et donc, jusqu'à présent, finalement, on était très spectateurs d'une forme de déclin annoncé, sans en être acteurs. Et c'est ça qui a été notre profonde transformation. Donc la feuille de route qu'on a rédigée, c'est une feuille de route qui a pour ambition de permettre un avenir durable de l'eau. Donc qu'est-ce que ça veut dire un avenir durable de l'eau ? Ça s'écrit en 4 leviers. Le premier levier d'entre eux, alors attention, c'est le moment pas original de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un levier où on se dit, ok, il est important que nos analyses, elles aient un moindre impact environnemental, carbone, et donc on va chercher à réduire notre production de déchets, à avoir plus de recyclage, plus de réutilisation de consommables, etc. Et surtout, on va s'inscrire dans un objectif qui est plus vaste et qui s'opère à partir de cette année, c'est-à-dire que l'ensemble du groupe Eurofins, sur toutes ses activités, il atteint la neutralité carbone cette année, à partir de 2025 sur l'ensemble des pays. Et moi, sur mon scope, qui est celui de l'hydrologie en France, ce que je souhaite, c'est qu'on abaisse de 50% l'impact carbone à compenser d'ici 2027. Donc ça, c'est la première intention, le premier levier. Et en fait, à la sortie de la première session, là où tout n'était pas destiné à des gens comme moi, j'ai pris 2 décisions. La première, c'était très simple en vrai, hein, c'est pas du tout la révolution. La première, c'était de se dire qu'on a des équipes d'ingé projet et je veux que 30% de leurs projets soient des projets à impact environnemental. Donc ça, c'est facile parce que comme je suis chef, je fais bien comme je veux. Et donc, j'en avais décidé immédiatement. C'est tout l'intérêt du poste. Et la seconde décision, en fait, c'était de se dire que je veux que l'ambition environnementale qui est la nôtre, elle se matérialise. Et donc, j'ai demandé d'une façon qui est imposée, en fait, hein, clairement, que tous nos laboratoires s'engagent dans la démarche EcoVadis. Et aujourd'hui, du coup, j'ai vraiment la joie de dire que tous les laboratoires Eurofins Hydrologie en France sont médaillés EcoVadis. Ils sont médaillés or ou platine. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Merci. Le second levier, c'est un levier aussi qui est un peu banal en vrai, parce que je suis sûre que chacun de nous, on le porte en nous. C'est un levier de gouvernance, un levier qui dit, en fait, qui affirme, qui incarne que nos laboratoires, ça doit être des lieux sûrs, de sécurité, pour que tous les talents, toutes les différences s'expriment et que chacun se considère comme amené à faire carrière par le simple fait de ses compétences, de ses qualités professionnelles, quel que soit l'ensemble des différences qui le caractérisent. Ça, évidemment, c'est pas exactement la révolution qu'on pouvait attendre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on affirme davantage et que moi, je m'efforce d'incarner beaucoup plus.
Le troisième de nos leviers, c'est que je souhaite que les laboratoires Offense Hydrologie soient le partenaire privilégié du réemploi des eaux usées traitées dans notre pays. Alors, les eaux usées, en fait, elles sont très disponibles, contrairement au futur de ce qui pourrait être la ressource en eau. Et je pense qu'à travers les analyses que nous faisons, on peut accompagner les acteurs qui veulent faire de ces eaux usées la ressource de demain pour permettre que l'eau continue d'être accessible dans notre pays. Et à travers nos analyses, on est capable d'accompagner ces projets pour qu'ils deviennent possibles. Le dernier levier, c'est le levier peut-être le plus transformatif. C'est un levier où justement on s'est dit, jusqu'à présent on était spectateur d'une réglementation qu'on mettait en œuvre. On a envie de participer davantage au débat. On a envie d'apporter une vision scientifique, pondérée, aux questions qui se posent à nous. Et donc pour ça, notre engagement, c'est chaque année de faire sur nos propres deniers, avec nos propres moyens, des études scientifiques dont les résultats sont mis à disposition du public et qui permettent justement d'illustrer le débat. Et la première étude qu'on a faite en la matière, c'est une étude qu'on a faite en janvier dernier, qui concerne les eaux potables de 63 communes en France, où on a fait des analyses de molécules perfluorées justement dans les eaux potables de PFAS. Et certaines des molécules qu'on a analysées ne sont pas encore réglementées. Et donc l'objectif, c'était ça en fait, c'était d'apporter une pierre à l'édifice, à la réflexion. Et donc c'était d'abord une étude qu'on a faite nous, de façon participative avec nos collaborateurs, et dont on a publié les résultats, et notamment dans le journal Le Monde. Et c'était un mois avant la loi sur l'interdiction des PFAS en France ne soit votée. Donc évidemment, on n'est qu'un des acteurs qui a participé à ce débat et pas du tout le seul. Mais en tout cas, on est fiers de pouvoir se dire qu'on a contribué à quelque chose qui est transformant et qui est vraiment, de notre opinion, en tout cas impactant. Donc voilà, devenir acteur, contribuer à l'avenir durable de l'eau, c'est ça qui est l'aventure à laquelle on a envie de participer. Et c'est une aventure qui nous aura transformés. Et c'est une aventure dont je pense, j'espère, que et la science et les chiffres auront été les éléments qui sont fédérateurs. Quoi qu'il en soit. Et par contre, je voudrais finir par une pensée, parce que souvent on nous partage des pensées inspirantes. Et donc moi, je suis plutôt attachée à des penseurs, des philosophes, en l'occurrence un philosophe belge du XXe siècle. Et ce philosophe a dit l'eau, c'est concret, mais c'est pas concret. Parce que l'eau te porte et l'eau te nourrit. L'eau, parce que l'eau, elle a des lois magiques. Et donc... Et donc, je vous propose de continuer à rendre le monde plus magique tous ensemble. Merci beaucoup. Merci, Chloé. C'est vrai qu'on n'avait pas ouvert la session avec une citation, donc merci de rectifier ça. Voilà. Donc, et en plus, avec Sylvie, on avait la chance d'avoir Coralie dans le camp de base, donc tout ce qu'elle a dit sur les émotions, c'était vrai. Merci infiniment à tous les quatre. Je vous donne votre feuille de route publiée à chacun. Un immense merci. Donc on espère que ces 3 témoignages, 3 éclairages différents vous ont donné envie d'aller feuilleter toutes les feuilles de route qui sont dispo sur le site et qui sont à découvrir. Et maintenant que 2024 est un petit peu clos, cette promotion avec ces 3 derniers pitchs, qu'est-ce qu'il en est en fait sur le territoire global rhône-alpin de cette aventure CEC démarrée il y a quelques années? En 2022, il y avait quelques pionniers qui nous ont suivis au niveau national et qui se sont lancés dans ce qu'on peut dire quand même une expérimentation qui était la CEC à cette époque-là. Et puis ils ont été rejoints en 2023 par 135 entreprises sur le bassin rhône-alpin. Donc vous voyez, ça commence à faire pas mal de pionniers et pas mal d'histoires et de petits projets à partager aux plus grands. Et puis on a réussi avec 2024 à remplir la slide. Donc voilà, vous êtes quand même assez nombreux. Il y a plein de liens encore à faire, plein de coopérations à monter avec vous, ensemble, et puis avec des gens qui n'ont pas fait la CEC
bien évidemment. Et tout ça, ça crée plein d'histoires. Nous, notre but et notre rôle en tant qu'équipe CEC, c'est de mettre en avant pour permettre la bascule. Parce que si vous transformez, c'est très bien. Mais ce qu'on a envie aussi, surtout, c'est que vous embarquiez d'autres avec vous. Et pour ça, il faut qu'on raconte ce qu'on fait. Il faut que vous racontiez vos avancées, vos difficultés. Et donc, vous avez sans doute vu passer les épisodes de podcast. Il y en a 17, je crois, qui sont sortis, ou 18. Il y en a qui sont encore enregistrés. Il y a Coralie qui a enregistré il n'y a pas longtemps, donc si vous avez rigolé avec elle, n'hésitez pas à l'écouter. Moi, je ne l'ai pas encore écouté. Ça, c'est un alumni qui est dans la salle, Stéphane, je ne sais pas où tu es, là, qui nous a proposé ça. Il nous a dit, si vous voulez, je fais ça pour vous bénévolement. Et on s'est lancé et il fait ça à merveille. Donc, merci à lui, c'est une forme d'accompagnement. Il y passe beaucoup de temps, mais je crois qu'il s'amuse bien aussi. Et puis, on a lancé à la fin de la session 6 une page spécifique pour le territoire bassin lyonnais et Alpes pour justement essayer de vous mettre en avant différentes ressources qui peuvent vous aider puis raconter notre aventure collective. Et dans tous ces projets, il y a des projets feuilles de route individuelles, mais il y a aussi des coopérations. Il y en a quelques-unes qu'on avait envie de mettre en lumière aujourd'hui, qui existent depuis notamment la fin du parcours 2023. Ce n'en est que quelques-unes, mais on avait envie de les illustrer, de leur rendre honneur. La première, c'est l'Opéra de Lyon, qui a créé un opéra itinérant, Le Sang des glaciers, qui parle du coup de l'avenir de nos glaciers et qui amène aussi la culture en dehors de la ville, puisque c'est un opéra qui se déplace. Et je crois qu'il est né après la rencontre avec Heidi Sevestre en C/1. On a une coopération à la Part-Dieu entre Atmo, notre observatoire de l'indice de la qualité de l'air, et la tour de la Caisse d'épargne, je vais y arriver, à la Part-Dieu, et l'indice de la qualité qui est affiché grâce à on va dire cet échange de bons procédés entre la tour et l'indice. Et si vous voulez tout savoir sur l'histoire, il y a un super épisode de podcast où elles interviennent toutes les deux en même temps pour raconter cette coopération. Et puis sur le bassin alpin, il s'en passe aussi des choses. On n'est évidemment pas au courant de tout, donc n'hésitez pas à nous remonter ce que vous faites. Sur le bassin alpin, on a entendu qu'il se passe beaucoup de choses dans le BTP de manière générale. Il y a un certain nombre de participants de la CEC qui se sont coalisés pour faire avancer la partie réemploi sur le BTP et donc multiplier les projets, les preuves de réalisation, qu'avec le réemploi, ça marche et c'est pas forcément plus cher. Donc ils sont en train, je crois qu'ils ont un portefeuille de 40 projets. Pareil, il y a un petit épisode qui parle de ça. Et puis, il y a des rencontres qui sont des rencontres de type fortuite. C'est la rencontre entre MagResources et Cro. MagResources qui avait un équipement industriel fourni par Cro et qui lui a dit est-ce que tu pourrais pas me le refroidir en boucle fermée pour faire des économies d'eau. Cro a dit je sais pas faire, c'est pas mon métier, mais je vais tenter parce que tu es un copain de la CEC. Et finalement, Cro se dit peut-être que ça va être une bonne partie de mon modèle plus tard. Ça peut être ça. Et puis, il y a des coopérations qui démarrent ou des idées qui émergent et qui, elles, ont besoin de contributeurs encore pour rejoindre les initiatives. Donc, on vous en a mis 3, mais il y en a sûrement d'autres dans vos têtes et dans vos cœurs. Il y a la biodiversité dans la ville. Donc, dans la salle, on a mis les petites photos des gens qui sont dans la salle et à qui vous pouvez vous adresser. Donc, il y a Edith de BP Aura pour la partie biodiversité en ville. L'idée, c'est de se coaliser entre plusieurs entreprises pour ramener des corridors écologiques dans Lyon et notamment autour de la Part-Dieu. Et on a un projet qui est d'intégrer le vivant dans toute la chaîne de décision, avec l'idée d'avoir la nature au bord et des médiateurs du vivant. Donc c'est un projet qui est porté notamment par Céline de Mangrove et d'autres acteurs dans la salle, mais qui est en cours de construction, voir comment on fait et comment on peut intégrer ce poids du vivant. Et enfin, un troisième projet de type éditorial et papier, l'émergence d'une revue dédiée à la régénération, portée notamment par Laurent de Jarticule, qui permettra de faire vivre, de montrer les récits de ce qui se passe sur le territoire pour transformer et pour aller vers le régénératif. Et donc, il cherche à la fois des idées à mettre dans la revue et des contributeurs pour faire émerger et créer cette revue.
Donc tout le monde est là dans la salle, donc n'hésitez pas à aller leur parler, et puis on en reparlera peut-être dans les temps de forum ouvert cet après-midi. Alors tous ces projets, vous voyez, ils sont à différents horizons finalement. Il y a des choses qui sont court terme, moyen terme, long terme. On aime bien cette représentation, se dire que finalement votre feuille de route, c'est une somme de ces 3 horizons. Et vraiment, c'est OK que ça soit ça. On a parfois l'impression d'être trop sur du court terme ou trop sur du long terme. Mais en fait, ça va être toute une combinaison et votre cheminement, il va être composé d'actions sur différentes temporalités. La première temporalité, l'horizon 1, c'est je vais considérer dans mon modèle quelles sont les activités incompatibles et en même temps, quelle est la part à conserver des activités. Donc d'abord, je vais adapter, je vais réduire mon impact. Et puis, je vais me questionner et voir quelles sont les activités à conserver. Et puis, je vais piloter le fait de passer d'un certain nombre d'activités incompatibles à la part à conserver. L'horizon 2, c'est que justement, je vais devoir... on vous donnera les slides, je vois plein de gens qui prennent en photo. On vous donnera tout ça. Le deuxième horizon, c'est les activités innovantes. Qu'est-ce qui va nous emmener en fait vers cette visée régénérative? Et donc, il faut à un endroit du modèle commencer à innover pour aller vers ce futur. Et le troisième, c'est faire émerger le régénératif. Et vous avez vu, avec la méthode feuille de route, on vous a emmené tout de suite loin. On vous a emmené dans un monde où il n'y avait pas forcément de contraintes économiques, mais où c'était viable, où les limites planétaires étaient respectées, où l'activité économique était liée. Et c'est volontaire d'aller d'abord loin pour pouvoir s'affranchir un peu du carcan de la rentabilité économique court terme. Mais par contre, on a relié ça dans les feuilles de route et se dire quels sont les germes du futur, les prémices qui existent déjà aujourd'hui dans votre modèle et que vous pouvez cultiver pour arriver plus tard à cet horizon de la régénération. Et si on ne prend pas soin de ces prémices de futur aujourd'hui, même avec toutes les contraintes, en fait, la régénération, elle n'arrivera jamais. Et donc, il faut garder en tête ces 3 horizons et se dire que la régénération, elle peut commencer petit aujourd'hui sur des expérimentations, sur vos 1% d'innovation. Olivier Hamon, il dit ça, gardez 1% qui sert à ça, à préparer le futur pour être sûr qu'il advienne. On peut le résumer aussi de ces 3 horizons de temps en disant, voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'injonctions contradictoires, on sait que c'est difficile, et vraiment, on a beaucoup d'empathie pour vous, pour tenir cette difficulté, cette tension économique. Mais on sait qu'il faut commencer à changer les règles du jeu, à travailler la résilience pour vraiment donner sa chance à la régénération, au fait d'aller dans d'autres règles du jeu dans un temps plus long. Et pour illustrer ça, ce côté temps long, ce côté on va sur des horizons de travail, on fait émerger des choses, on avance, on tâtonne. On avait envie de faire témoigner une dernière entreprise ce matin, une entreprise qui a terminé le parcours il y a un peu plus longtemps et qui est en cours et qui fait émerger beaucoup de choses. Et donc pour ça, j'aimerais accueillir Virginie et Julie des HL. Vous êtes mis tout au fond de la salle, comme ça, ce serait plus rapide. Mais oui, ça, on a le temps d'observer, de regarder tous ces visages, toutes ces personnes inspirantes qui ont fait des beaux parcours. Puis comme ça, on a le temps d'arriver tranquillement pour profiter de cette belle journée tous ensemble. L'escalier là-bas. Et en plus, on monte à l'opposé. Ah, parfait. Vous voulez vous asseoir? Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous donner ce petit moment de partage pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ces 15 derniers mois, puisque effectivement, nous, notre feuille de route, on l'a publiée il y a 15 mois maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe après cette publication? Il se passe le temps du partage en interne, le temps de l'acculturation pour faire comprendre, pour discuter, challenger, convaincre aussi parfois, mettre en œuvre toutes les actions qu'on a imaginées, mettre en place les indicateurs qui vont bien pour s'assurer qu'on va dans le bon sens. En parallèle de ça, on peut aussi mener des actions un petit peu radicales. On peut décider, par exemple, dans ce temps-là, d'instaurer un jour de repas végétarien dans les restaurants du personnel, de supprimer les bouteilles en plastique hors prescription médicale qui sont
tout à fait inutile. On peut décider un certain nombre de choses pour faire progresser. On se sert aussi de l'expérience CEC pour confirmer le cadre d'engagement RSE des Hospices civils de Lyon et se dire que les 4 axes qu'on a choisis et les 20 plans d'action thématiques qui sont derrière sont effectivement alignés, structurés. Tout ce travail a permis vraiment de renforcer les convictions et aussi la mobilisation des professionnels. On est toujours dans une démarche où effectivement on accueille les idées du terrain, on essaye de les accompagner, de voir émerger une concrétisation et puis en même temps on fait le lien avec la stratégie qu'on a imaginée et l'horizon qu'on veut dessiner tous ensemble. Voilà ce qui se passe dans ces 15 mois. On adapte, on innove, on teste, on se trompe aussi un peu parfois, mais c'est pas grave, on a au moins essayé. Et c'est un petit peu, de manière très factuelle, voilà ce qui se passe après dans la suite d'une feuille de route. Mais peut-être qu'on peut avoir l'œil de la dirigeante sur ce que ça change du point de vue de l'organisation. Alors bonjour à tous. La Convention des entreprises pour le climat aux Hospices civils de Lyon, ça a été un révélateur. On est arrivé avec Julie en pensant qu'on savait un peu faire et qu'on avait déjà, je dirais pas une longueur d'avance, mais qu'en tout cas, on était dans la course. Et puis en fait, on a compris qu'on y était, mais peut-être pas aussi bien qu'il fallait. Et qu'il était nécessaire qu'on réinterroge en fait la manière dont on s'était engagé. Et puis on a compris que en fait être engagé, ça veut dire se mobiliser avec notre communauté de professionnels. Les Hospices civils de Lyon, c'est 24 000 salariés. Que ces professionnels, ils ont l'avantage, comme tous vos collaborateurs, d'être à la fois au travail et dans la vie de tous les jours sur un territoire. Et que ce que l'on fait, si on le met en synergie avec ce qui se passe sur le territoire, du coup, on contribue à faire émerger des ambassadeurs de la régénération au-delà de notre périmètre professionnel. Et puis, on s'est dit en fait qu'on avait beaucoup de chance aux Hospices civils de Lyon, d'abord parce que on a une mission qui n'a pas été interrogée pendant la Convention des entreprises pour le climat. S'occuper des plus fragiles, des plus vulnérables, soigner, chercher pour faire la médecine de demain. On se dit en fait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourra toujours expliquer notre mission de la même manière. Mais il y a une façon de le faire, il y a une façon de l'interroger et que embarquer nos professionnels, c'est bien, mais embarquer les personnes pour qui on travaille, c'est-à-dire les patients et leurs proches, c'est encore mieux. Penser la réflexion avec nos étudiants, puisqu'on a des milliers d'étudiants qui sont en stage, qui se forment dans nos services et donc qui sont en fait ceux qui feront la société et les engagements de demain. Et donc, on a décidé qu'en fait, la CEC, ça devait nous inspirer pour notre engagement de transition écologique et sociale, mais en fait, ça devait nous inspirer plus largement. Et alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure de la responsable de Rofin. Moi, ce qui me plaît bien dans la mission qui est la mienne de directrice générale adjointe de ces très bel établissement, c'est de considérer que si je décide qu'on va faire quelque chose, il y a une petite probabilité que ça se passe. Et donc, on a décidé que on allait travailler à s'inspirer très largement. Alors, 3 illustrations pour vous dire en fait comment la CEC a finalement diffusé bien au-delà de ce que Julie a indiqué de notre volonté de porter notre feuille de route. D'abord, il y a quelques mois, on s'est trouvé dans la situation d'écrire notre projet stratégique pour les 5 prochaines années, comme on le fait très, très régulièrement, tous les 5 ans. Et on s'est dit, en fait, on va faire complètement autrement. On va même faire quelque chose qui n'existe même pas dans notre référentiel juridique et le Code de la santé publique. En fait, on va essayer de penser loin. En fait, on va essayer de se projeter dans le futur pour imaginer ce que sera notre hôpital, ce que sera en fait son environnement, ce que sera le territoire et la société dans 10 ans. Alors, on a tergiversé 10 ans, 15 ans. Après, on s'est dit en fait que c'était pas tellement l'horizon en tant qu'année de référence que l'on prenait, mais la trajectoire que l'on voulait prendre. Et puis, plutôt que de penser tout seul, on a décidé de penser avec tout notre écosystème. Donc, on a mobilisé nos professionnels, des patients,
des étudiants. On s'est dit qu'en fait, notre écosystème, c'était aussi les professionnels de santé avec lesquels on travaille, qui sont en ville. C'est aussi les entreprises avec lesquelles en fait on interagit tous les jours, parce que pour fonctionner, on a besoin en fait d'avoir des entreprises qui nous fournissent des produits et des services. On a décidé que c'était intéressant aussi de travailler avec tout le monde académique, le monde de la recherche, de l'innovation. Et donc, on a réuni 150 personnes pendant 3 mois. On les a fait travailler en fait en mode convention des Hospices civils de Lyon, et on leur a donné comme challenge de penser l'hôpital dans 10 ans et d'imaginer toutes ces transformations. Alors évidemment, la petite satisfaction qu'on a eue avec Julie, c'était pas fait que pour ça, mais c'est de considérer qu'un des enjeux majeurs qui est ressorti, c'est la transformation environnementale de l'hôpital, mais en fait plus largement la transformation environnementale du territoire. Comment on fait pour que demain le territoire soit un lieu où en fait il fait bon vivre, ou en tout cas il fait mieux vivre qu'aujourd'hui, et quelle responsabilité on a en tant qu'institution publique. Donc ça nous a permis de guider le travail qu'on est en train de terminer. Ça a suscité beaucoup de mobilisation de nos professionnels, en fait, qui ont adoré, il n'y a pas d'autre mot, sur les différentes séquences de convention. Alors, on n'a pas fait 6 rendez-vous, on n'en a fait que 3, mais qui, en fait, ont adoré échanger avec d'autres univers que le leur, de comprendre en fait l'intérêt que d'autres acteurs que les hospitaliers ont pour l'hôpital, et de comprendre en fait que nos actions, finalement, elles ont des liens avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'environnements sur le territoire. Donc ça, c'est la première inspiration. La deuxième, c'est qu'en fait, assez vite avec Julie, on s'est dit, on est 2 sur 24 000, c'est déjà pas mal, mais en fait, c'est pas tant que ça. Et comment on fait pour mobiliser tout le monde? Alors, on a travaillé d'abord la mobilisation de nos professionnels, notamment en proposant en fait tous les ans, avec une petite enveloppe de 200 000 € sur un budget de 2,4 milliards des Hospices civils de Lyon. C'est pour donner quelques proportions, qu'on leur demandait en fait de nous donner des projets, de nous dire ce qu'ils ont envie de faire en fait pour transformer leur quotidien, économiser les ressources, être plus vertueux en termes environnementaux, être plus engagés également au plan social. Mais ça marche, mais pas suffisamment. On mobilise des centaines de professionnels, mais encore une fois, on est des milliers, donc ça suffit pas. Donc on a décidé d'agir dans un sens un peu nouveau. On s'est dit, en fait, on a besoin de mobiliser à tous les étages de l'institution. Donc, on mobilise la gouvernance. C'est pas si difficile que ça, parce que quand le directeur général, quand le président de la commission médicale, qu'on a fini par convaincre avec Julie, porte le message, en fait, il y a un écho qui se construit. Quand on va chercher des professionnels, en fait, on mobilise sur le terrain, mais en fait, on mobilise beaucoup ceux qui ont envie d'être mobilisés. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher ceux qui sont entre la gouvernance et les professionnels, c'est-à-dire ceux qui représentent les professionnels. Et donc, on a un peu tourné autour du pot. Comment on fait pour aller chercher les représentants des personnels? Et ce qui est génial, c'est que la CEC, en fait, nous a livré quasiment avec un beau papier cadeau l'idée d'engagement, puisque il y a un parcours qui va commencer au mois de septembre, qui est un parcours sur le dialogue social dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat. On s'est dit, en fait, c'est assez génial. Peut-être on prend un risque majeur, peut-être qu'en fait, on va susciter des réactions, des mouvements, une espèce de chimie non maîtrisée au sein de l'établissement, mais ça vaut quand même le coup de tester. Donc, on a rencontré toutes nos organisations syndicales pour leur expliquer ce qu'on avait envie de faire. Et là, c'est l'effet magique. Il n'y a pas que l'eau, en fait, qui a des secrets magiques. En fait, il y a aussi la méthode de la Convention des entreprises pour le climat. Nos organisations syndicales ont dit banco, on y va, et on a 2 organisations syndicales, parce que c'était la règle du jeu, il en fallait 2, qui se mobilisent et qui ont envie en fait de prendre leur part dans l'animation de transition écologique. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis on s'est dit en fait que si on voulait aller très très loin, en fait, il faut qu'on crée des espaces pour permettre en fait aux professionnels, aux patients, aux étudiants de venir avec des idées, et qu'on les accompagne pour les créer. Il suffit pas qu'ils aient des projets déjà tout faits. En fait, il faut qu'on aille chercher la transformation. Moi, j'aime bien dire en fait, il faut qu'on soit bousculé, c'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on est sur une ligne droite, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui vient en fait percuter les certitudes pour dire là c'est bien, en fait ça pourrait être mieux, même ça pourrait être drôlement mieux si en fait vous nous écoutez, si vous repensez ce que vous êtes en train de faire à l'aune de notre expérience, de nos observations, de ce
qu'on a envie de porter et ce sur quoi on a envie de s'engager. Et donc, on est en train de travailler à la construction d'une fabrique de la transition écologique et sociale aux Offices civils de Lyon, qui en fait aura pour objectif de faire émerger des idées. Et on s'est dit qu'en fait, il fallait pas qu'on le fasse tout seul, que c'était important de pouvoir être inspiré par d'autres qui ont fait la CEC avec nous. Et donc, on a mobilisé quelques personnes qu'on a rencontrées, notamment Mangrove, Céline et Joël, qui sont en train de nous aider à construire ça. Et en fait, c'est une illustration, et Julie, vous allez nous en dire quelques mots en plus, de ce qu'on a appris au travers de la CEC, c'est qu'en fait, le collectif est assez génial. En fait, il est très puissant, il apporte plein d'idées, il apporte plein d'inspirations, et plutôt que de tout penser soi-même, comment on fait aussi pour ouvrir des espaces, faire venir des personnes qu'on a rencontrées, assez fabuleuses. Moi, je trouve que c'est un lieu de rencontre vraiment incroyable, la CEC, de découvrir des personnes qui ont de l'énergie, qui ont des idées, qui ont des convictions et qui ont de l'engagement, et de venir en fait nous aider à continuer d'avancer, parce que c'est comme ça qu'on est impactant. Effectivement, quand on partage les mêmes connaissances des enjeux du territoire et quand on partage le même langage avec d'autres organisations qui ont fait la CEC, c'est très facilitant et très agréable de travailler ensemble. Donc, dans les 15 derniers mois qui se sont passés, on peut aussi citer quelques réussites, de belles coopérations qui sont nées. Je pense par exemple à l'Opéra de Lyon, puisqu'on a pu faire rentrer le spectacle vivant dans la chambre des patients à travers la télévision. L'Agence locale de l'énergie et du climat, avec laquelle on a une coopération pour nous aider à monter un peu en connaissance et à faire les bons choix sur les solutions techniques énergétiques dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura encore plus besoin demain. On peut aussi citer les travaux qu'on mène avec la métropole de Lyon, spécifiquement sur la question de la transition écologique, pour expérimenter, pour essayer d'innover sur le territoire et de mettre en place des expérimentations à impact positif. On a également des échanges avec effectivement du textile technique, avec différentes personnes qui sont dans la salle aussi sur la qualité de l'air et autres. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire que voilà, on peut construire des choses. Ça se fait pas forcément du jour au lendemain. C'est un peu le temps long, le temps de trouver, d'essayer, de chercher. Mais en tout cas, on peut y arriver et on peut mettre en place de belles réalisations. Qu'est-ce qu'il nous faut demain pour avancer ? Qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin après 15 mois ? Tous les autres, et notamment tous ceux de la Convention des entreprises pour le climat. En fait, s'il y a un message à retenir de notre parcours depuis 15 mois, c'est qu'en fait, on a compris, on l'avait compris en partant, mais en fait, on l'a compris en essayant de le mettre en œuvre et assez modestement, en essayant de bien faire dans le cadre de notre feuille de route. C'est que, en fait, c'est bien de faire soi-même. C'est bien de s'engager, c'est bien d'essayer de porter en fait une conviction, puis de faire que la petite graine qu'on plante finalement, au bout d'un moment, c'est en fait une dynamique de fertilisation qui concerne le plus de nos collaborateurs possible. Mais ça suffit pas. En fait, si on veut donner du sens à ce qu'on fait, en fait, il faut chercher à donner du sens sur notre territoire. C'est là où on est efficace. Ce qui est pas si mal que ça, c'est que c'est là aussi où finalement on a des leviers d'action. Alors évidemment qu'on a besoin de l'environnement institutionnel, évidemment que c'est important d'avoir le portage politique, l'accompagnement des politiques publiques. Ça, c'est on va dire un fondamental qu'on ne peut pas on ne peut pas négocier, mais en vérité, on n'a pas besoin de ça pour agir. Et en fait, si on se met tous ensemble, il y a des tas de choses qu'on peut faire bouger. Et nous qui travaillons beaucoup avec la métropole de Lyon pour plein de raisons, y compris parce que c'est un financeur d'une partie de nos activités médico-sociales, on voit en fait que le message commence à infuser de le travail qui met en réseau des entreprises, des institutions qui n'ont pas forcément vocation à se parler spontanément. C'est quelque chose qui peut être très transformant et un vrai levier de modification en fait et d'impact positif sur le territoire. Donc nous, c'est ça qu'on cherche à porter en fait. On se dit que notre travail en interne, c'est notre responsabilité. En fait, il est évidemment, faut un petit peu d'énergie de temps en temps, mais en fait, on peut atteindre des résultats, mais ce sera encore drôlement mieux si en fait on le fait en se mettant en synergie avec le territoire. Et nous, ce qu'on a envie de faire avec la CEC aujourd'hui, puis on l'a partagé avec un certain nombre de personnes qu'on a rencontrées pendant le parcours, et puis depuis l'année de feuille de route avec d'autres rencontres via la CEC, c'est de se dire si on se met tous ensemble, si on cherche des projets à porter ensemble, si on regarde ce qui se passe et qu'on s'inspire. En fait, nous, à chaque fois qu'on échange avec
quelqu'un qui est dans la CEC, on se dit waouh, en fait là il y a quelque chose qu'on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait même pas imaginé possible ou dont en fait on ne savait pas comment le traiter, et en fait la solution est là. Et donc c'est le travail en réseau, la collaboration, c'est la séquence moi qui m'a le plus plu pendant la convention des entreprises pour le climat, de comprendre en fait que tout seul on peut faire des choses, on peut aller loin, ensemble en fait on est beaucoup plus fort. Parfois ça prend un peu plus de temps, mais en fait l'impact sur le long terme il est sans doute plus puissant, et c'est l'engagement qu'on porte, et c'est le message qu'on diffuse très largement et qu'on continuera de faire, notamment dans le cadre du nouveau parcours dans lequel on s'engage, de faire la démonstration qu'en fait c'est le travail ensemble qui donne en fait de la valeur à l'engagement individuel de chacun. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Il y a des sièges plus près. Alors, qu'est-ce que c'est la suite, finalement, pour ce mouvement, pour ce collectif ? Nous, on a vraiment un sentiment d'urgence aussi, de se dire qu'il faut que tout ça devienne tangible, toutes vos feuilles de route deviennent tangibles, parce que si ça reste que des bonnes intentions sur un site internet, on résoudra pas les problèmes auxquels on est confronté. Donc on veut vraiment rentrer dans le tangible tous ensemble, créer une sorte de toile soutenante de tous vos chemins et de toutes vos expérimentations. C'est la mission qu'on se donne désormais après avoir réalisé ces parcours-là. On garde par contre les points cardinaux qui sont ceux de la CEC. D'abord un travail sur le temps long, donc on essaiera de ne pas oublier ça, toujours être face à l'urgence, mais prendre le temps long pour prendre les bonnes décisions, et puis travailler la coopération. HCL en a beaucoup parlé. Bien sûr, continuer la bascule des modèles économiques, s'affranchir des logiques extractives et volumiques et essayer de les incarner, et incarner ce changement culturel par les récits. On en a bien parlé, mais ça reste pour nous quelque chose de vraiment très important. Tout ça, on va le faire avec 3 axes, de continuer la coopération, faire monter à bord vos chaînes de valeur et soutenir la concrétisation par un parcours spécifique. Et on va vous dire un peu plus pour chacun. Le premier, de continuer la coopération, c'est cette journée aujourd'hui. C'est comme ça qu'on l'avait imaginé, qu'on l'avait conçu. On s'était fait un peu ce pari un peu fou que vous seriez dans la salle. Donc merci d'être au rendez-vous. On a une journée ici à Lyon. Dans une semaine tout pile, on aura une journée sur les Alpes, et on a envie de réitérer ça en automne, parce qu'on se dit 2 rendez-vous dans l'année, ça donne des moments où on peut se revoir, on peut travailler ensemble, on peut recroiser les énergies. Et donc, c'est des journées pour continuer ensemble la bascule, pour s'inspirer. Et puis, vous nous direz ce que vous en avez pensé à la fin de la journée, parce que tout était inédit et tout va l'être encore pour la suite de la journée. Ensuite, on a fait ici même 2 embarquements pour vos parties prenantes. D'abord, vos collaborateurs. Et on veut continuer ça parce que vous nous avez dit maintenant j'ai des collaborateurs qui sont un peu plus embarqués, mais en fait pour faire ma feuille de route, j'ai besoin aussi d'avoir mon fournisseur, mon client, bref, des acteurs de ma chaîne de valeur qui doivent aussi être convaincus. Donc on fait une seule fois cette année, en 2025, le 3 et 4 juin à Aix-les-Bains, un autre embarquement qui s'est toujours ouvert aux collaborateurs, mais qui est aussi ouvert à de nouvelles entreprises qui n'ont pas fait la CEC, qui sont de vos chaînes de valeur ou pas forcément, mais en tout cas les gens que vous aurez envie d'embarquer. C'est le même principe, quasiment les mêmes experts, et voilà. Et donc c'est à Aix-les-Bains, et avec tout ce qu'il faut comme information que vous verrez là-bas dans l'espace dans lequel vous allez circuler. Et le 3e axe, c'est de soutenir la concrétisation par un parcours spécifique. Là, pareil, Alice l'a dit tout à l'heure, on est le territoire où il y a le plus d'alumni, le plus de gens qui ont vécu la CEC. Donc, on pense qu'on est sur un endroit un peu particulier, sur lequel on peut innover, on peut tester d'autres choses. Et on a envie de créer quelque chose d'un peu nouveau avec vous pour rentrer dans cette idée de rendre tangibles les feuilles de route, tangibles les réalisations. Donc, cette idée, elle était vraiment présente pour nous, de dire, nous, on a des méthodes, des capacités à imaginer ça. Vous avez vos feuilles de route, vous êtes nombreux à vouloir
continuer à s'appuyer sur le travail en collectif, comme l'ont dit Virginie et Julie juste à l'instant, pour aller plus vite, pour avoir une diversité de solutions, pour rentrer dans le concret. Et nous, on a envie de soutenir ces germes de coopération. Alors, on va garder des piliers importants, c'est de dire qu'on va partir de votre élan et de votre niveau d'exigence. On va faire un système de cordées. Alors, ça s'apparente au camp de base, juste qu'on ne voulait pas mettre le même nom, mais avec, dans ces groupes-là d'entreprises, forcément un alumni pour tenir le côté exigence. Et puis, c'est un parcours qui reste centré sur le territoire. C'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment une modalité qu'on veut comme tremplin. Notre vocation, c'est pas du tout de réaliser avec vous vos projets, mais plus de vous aider à vous lancer autour de projets de coopération structurés, donc vous aider dans cette structuration et ce déploiement. Et puis, on veut vraiment concrètement avoir des expérimentations qui sont lancées sur le territoire. Nous, ça sera notre meilleure récompense de l'énergie qu'on a mise. Et les contours aujourd'hui qu'on a fixés, c'est de se dire qu'on partira là en prototype si on a 5 ou 6 cordées-prunaires, pas forcément plus, parce qu'on a envie vraiment de le construire avec les personnes qui ont envie de s'engager. Donc une cordée, ce sera entre 7 et 10 entreprises. Donc ça restera quelque chose, un parcours volontairement pas trop gros pour aller vite et pour pouvoir lancer un prototype. L'idée, c'est d'avoir 4 sessions. Et de le lancer en novembre, enfin de la première session soit en novembre et que ça se finisse en juin. Et il y aura un temps un peu avant, en juillet ou en septembre, avec les pionniers, les premiers de cordée, pour construire, savoir qui doit venir dans cet écosystème pour travailler. Et vraiment de se dire, c'est pas des nouveaux sujets qu'on a envie de faire émerger, mais plutôt dire, vous avez un point dur dans votre feuille de route, vous avez un point dur sur une coopération, ben on le met au centre de la cordée et on essaie de le réaliser ensemble. En disant, ben voilà, vous avez maintenant du recul sur vos feuilles de route, vous savez ce qui va vous bloquer pour transformer votre modèle, et ben on s'attelle ensemble à essayer de le résoudre. Alors aujourd'hui, on a déjà plusieurs discussions avec certains d'entre vous, la CCI Nord-Isère notamment sur son sujet de robustesse du tissu économique, côté alpin, plutôt un sujet aussi de bassin de vie autour de la communauté Grand Lac, mais on a aussi des échanges autour du bâtiment régénératif ou du monde académique. On a plusieurs échanges. L'idée, c'est de partir donc avec des premières cordées qui sont assez solides et qui ont envie de se lancer dans cette aventure avec nous, mais pas forcément de fermer la porte jusqu'à juin 2026 et laisser émerger. Et si 6 mois plus tard, je sais pas, début 2026, il y a 3 nouvelles cordées qui ont envie de se lancer, et ben on se lancera, on s'organisera en tant qu'équipe. Donc c'est vraiment se dire quand est-ce que je suis prêt et j'embarque dans cette aventure. Alors pour tout ça, pour soutenir toutes nos idées et nos envies, l'idée, c'est de construire une toile de soutien pour ce mouvement CEC sur le territoire, parce que c'est pas forcément simple de mener tous ces projets-là. Le modèle économique de la CEC, pour rappel, il reste le même. C'est une association d'intérêt général qui est financée par des cotisations et des dons et quelques subventions. Pour le territoire, en 2025, ça ne change pas par rapport à 2024. Il n'y a pas de salariés dans l'équipe CEC au niveau local. Ça reste pour nous un engagement citoyen et professionnel de l'ensemble de l'équipe. On est tous à temps partiel, tous à distance. C'est pour ça qu'on s'incruste des fois chez vous pour travailler et avec un tarif journalier assez faible. Et nos enjeux pour le territoire, pour que le mouvement tienne, le premier, c'est de pouvoir construire la cohérence du mouvement. Au-delà des événements, au-delà d'imaginer de nouveaux parcours, c'est d'avoir le temps de réflexion et de construction, de se dire qu'est-ce qu'on veut en faire de ce mouvement, qu'est-ce qu'on veut qu'il tienne sur le territoire, comment, d'avoir du temps pour tisser le lien avec les écosystèmes, de pouvoir à la fois faire résonner le mouvement, les récits qui émergent, pouvoir contribuer à des réflexions de territoire. Et pour faire ça, dans l'équipe, on est quelques-uns à essayer de tenir cette équipe de coordination à la fois sur le pilotage du mouvement, le lien avec vous, le lien avec les alumni, les parties un peu transverses, RH, finance, etc. Donc au maximum, on est à 2 jours par semaine. Certains sont 1 jour par mois, donc c'est parfois un peu symbolique notre engagement dans la CEC, mais ce qui nous permet de garder le lien et garder le fil. Et ça, c'est extrêmement important. On a tous 2 ou 3 métiers pour pouvoir tenir ça. Du coup, jongler entre ça, je vous promets que c'est assez challengeant. On ne s'ennuie pas. Donc il faut aussi qu'on puisse garder ce fil avec la CEC et que l'association elle puisse perdurer sur le territoire. Et ça, c'est vraiment important pour nous.
Ah oui, on vous a mis les chiffres parce que quand même une petite partie finance. Ça, c'est comment on a construit la journée d'aujourd'hui. Donc, on a fait une innovation, vous l'avez vu. On vous a demandé de vous inscrire et on vous a demandé de participer aux frais si vous le pouviez. On l'a fait en conscience quand c'était pas possible, quand certains ont pu donner plus. On vous en remercie. C'était important parce que ça nous permet de sécuriser un socle. Voilà, je vous ai mis la vision. En fait, grâce à vos contributions sur cette journée-ci, on a récolté 18 000 €. Ça couvre l'intégralité du catering. Donc tout ce qui est se nourrir, avoir un café, un traiteur, etc. Et une petite partie du lieu. Mais vous voyez, en fait, le socle logistique de se réunir, qui pour nous est indispensable, c'est quand même important en coût. Après, sur le reste du coût, on a de l'animation, du design, les intervenants, etc. Donc ça finance pas tout, mais nous, ça nous permet d'avoir un socle robuste. Donc merci d'avoir contribué à ça. C'est hyper important. Par participant, aujourd'hui, vous êtes 235 inscrits. On est à peu près à 195 € et la participation aux frais qu'on avait fixé, c'était 80 €. Des débats infinis dans l'équipe, mais ça nous permet de sécuriser cette partie-là. Et puis d'un point de vue plus global sur ce mouvement CEC en 2025 sur le territoire, par quoi il est composé. Donc il y a 2 journées alumni en avril, 2 journées alumni en octobre, une sur chaque territoire, et puis ce montant d'équipes de coordination. Aujourd'hui, on a un certain nombre de montants qui sont sécurisés. Alors, la participation aux frais avec une petite projection sur ce qui arrivera aussi en octobre, mais on considère que c'est sécurisé. On a aussi le reste des cotisations qu'on n'avait pas utilisées l'année dernière. Et puis, un certain nombre d'entre vous qui ont déjà cotisé ou qui sont devenus mécènes cette année. Donc, on vous remercie pour ça. Ça nous sécurise, ça nous enlève de la charge mentale et un peu de stress. Il nous reste 70 000 € pour arriver à boucler ces envies de projet sur le territoire pour mener le mouvement auquel on croit. Et ça passe par les cotisations et les dons. Donc, petit rappel ou petite information, la cotisation alumni, elle est de 1 000 € par entreprise en conscience. Ça veut dire qu'on peut donner 1 000 € ou plus. Et puis, à partir de 5 000 €, on devient mécène. Il y a déjà 5 mécènes sur le territoire. On les remercie. Serfim, Comptoir des Signaux, Cros, Arémont et les Vergers Boiron. Merci à eux. Ça leur permet d'être mécène. Ça permet aussi d'être mis en lien entre mécènes au niveau national de la CEC. Et puis, aujourd'hui, c'est un peu une journée spéciale pour nous parce qu'on accueille une nouvelle personne qui s'appelle Alice. Certains d'entre vous l'ont peut-être eu au téléphone dans ces derniers jours. Alice vient de nous rejoindre. Elle remplace Cécile, que vous avez eu sans doute au téléphone dans vos parcours CEC. Alice donc nous rejoint. C'est la première fois qu'elle met la tête dans la CEC. Donc voilà, on va voir son rapport d'étonnement à la fin de la journée. Et c'est elle qui va vous appeler pour tous ces sujets de financement. Et elle est au fond là-bas. Et elle est habillée à peu près pareil que sur la photo, donc c'est bien Alice. Et elle vient d'Annecy pour vous rencontrer, donc n'hésitez pas à lui parler au café. Donc voilà, en récap, cotisation alumni, pour nous c'est important parce que ça permet de soutenir le mouvement sur le territoire, pérenniser l'équipe, pérenniser le fait qu'on ait cette connexion, ce temps un peu pour la CEC. Et ça vous donne aussi le droit de voter en Assemblée Générale. C'est important, ça permet de décider de quel est l'avenir du mouvement CEC. Avenir qui aujourd'hui a plein de possibilités. C'est un mouvement qui a grandi très vite et qui a beaucoup de choses encore à défricher, à construire. Je crois qu'il y a 1200 entreprises qui ont fait un parcours CEC aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein d'enjeux qui s'ouvrent pour nous en tant qu'association d'intérêt général. Et on voulait laisser le mot de la fin de cette plénière à Fanny, qui va représenter nos comités d'orientation. Donc sur chaque bassin, on a un comité d'orientation. C'est un groupe de 4-5 entreprises qui nous prêtent main forte pour réfléchir à la stratégie. Voilà, on est à un moment charnière, nous, pour le mouvement sur le territoire. On a fait les 2 parcours auxquels on s'était engagés. Et là, on essaye de trouver le pivot, la suite, pour que ça ait du sens pour nous, pour vous, pour le territoire. Et donc, on a la chance d'être accompagnés par quelques entreprises qui viennent donner de leur temps et réfléchir avec nous. Et Fanny va dire un mot de leur part. Merci, Fanny. Bonjour à tous. Vous vous demandez certainement pourquoi c'est moi qui suis là. Je me le suis demandé un petit peu aussi en arrivant ce matin.
puisque vous le comprenez, je fais partie du bassin alpin. Mais quand l'équipe CEC me propose un petit challenge, j'ai du mal à dire non. Je suis un peu accro à la CEC et quand je peux arriver quelque part, je viens. Et donc me voilà là. On est une dizaine d'entreprises à peu près à représenter, à être dans les comités d'orientation. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer vraiment en quelques mots pourquoi on le fait et pourquoi on est là. Donc je suis Fanny Pontabry, je dirige une agence de communication qui s'appelle Mouxy. On est basé à Annecy et on a fait le parcours Alpes en 2023. Et donc, moi, ça m'a picousé et je pense que je suis addict à la CEC. Et ce comité d'orientation, c'est un peu ma picouse trimestrielle qui nous permet d'échanger sur la vision dans les semaines, les mois, les années à venir de la CEC, de ce mouvement dont vous faites tous partie aujourd'hui et qui vit grâce quand même aux entreprises. L'équipe CEC, c'est notre super catalyseur. Elles sont là pour, je dis elles parce qu'il y a quand même beaucoup de filles. Donc, puis c'est un peu l'avenir de toute façon. Il y a pas photo. Hein. On a vu quasiment que des filles ce matin sur scène. Donc désolé. Et donc l'équipe c'est un super catalyseur aujourd'hui pour faire avancer tout ce dont on a parlé, tout ce qui est inscrit dans vos feuilles de route. Mais sans nous, c'est des dealeuses d'une drogue que personne ne consomme, donc ce serait quand même dommage. Donc devenez addict aussi, c'est important. Mais surtout, je pense que vous n'allez pas me contredire, la CEC, elle nous a permis de monter en compétences sur la durabilité de nos modèles d'affaires, le régénératif, plein de ces mots qu'on connaissait pas tous forcément en arrivant ici il y a 1 ou 2 ou 3 ans. Et surtout, elle a permis de créer un langage commun. Et ce langage commun, c'est une base, c'est un socle, et c'est un excellent socle pour créer des coopérations robustes. Et je pense que on est tous là pour ça aujourd'hui. C'est, je pense, pour ça que vous êtes venus. Et ces coopérations robustes, c'est pas sans travail. Donc, ça demande de l'implication de notre part. Ça demande d'être présent, de pas trop laisser retomber le soufflet, même si c'est compliqué quand on est dirigeant d'une entreprise ou quand on est un collaborateur. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont fait le parcours 2024 que 2023, parce que ça demande pas mal d'énergie. Mais on espère en tout cas, cette journée qui est faite pour nous, les entreprises, elle va redonner cette énergie. Moi, quand je parle de picouse, c'est surtout ça, et c'est pour ça aussi que j'ai envie toujours d'être dans cette énergie de la CEC, c'est que à chaque fois, on repart reboosté de toutes les engagements des entreprises qui font partie de ce mouvement et qui nous permettent de nous redonner de souffle tous les 1, 2, 3 mois selon les périodes. Et vu l'actu, je vais pas vous faire un dessin. On doit quand même compter sur nous les entreprises qui avons envie de bouger, qui avons envie de nous engager, changer les lignes, les codes, parce que le business as usual, alors il continue pas beaucoup sur les feuilles de route des entreprises CEC. Par contre, dans le reste du monde, on est bien d'accord que on n'a pas encore gagné la bataille, mais c'est à nous de vraiment nous bouger et de compter sur nous. Je pense que ça tombe bien, c'est vraiment l'idée de la journée. L'idée de la journée, c'est de se regrouper, de faire ensemble, d'agir ensemble, d'essayer de faire bouger les lignes, d'être inspirant, alors là collectivement, mais ensuite d'être inspirant pour nos collectivités, pour les entreprises, nos parties prenantes, pour nos collaborateurs, parce que il faut embarquer le plus largement possible tous ces gens. Et on s'est donné un mot auprès avec le comité d'orientation, c'est que le business, c'est pas un gros mot. Donc, faisons des choses ensemble. La coopération, elle peut être bénévole, mais elle peut aussi être dans le business. Et les coopérations,
les alliances du diable, elles existent. Nous faisons les alliances des gens qui ont envie d'un futur désirable, d'un futur souhaitable, et voilà, de créer ces modèles de durabilité qui respectent les limites planétaires, qui respectent le plancher social, bien installé sur le rond du donut là qui nous va bien. Et donc voilà, on a besoin de toute cette énergie pour faire avancer tout ça. Et ben je pense qu'ici on a plein de savoir-faire, des dirigeants, des communicantes, des créatifs, des autodidactes, enfin une grande diversité. Pas une totale diversité, mais quand même une grande diversité. Et c'est cette diversité qui crée les coopérations robustes dont on a besoin pour embarquer tout notre territoire dans la transformation dont on aspire tous à ce qu'elle advienne le plus tôt possible, on va se dire. Et pour ça, c'est à nous de jouer aujourd'hui, demain, et de rien lâcher pour faire perdurer ce mouvement CEC, parce qu'il est trop important aujourd'hui dans l'embarquement de nos territoires. Et vive la CEC. Merci beaucoup, Fanny. On va passer au deuxième temps de cette matinée. Tribune d'inspiration. On passe aux tribunes d'inspiration. Ouais. Alors, il y a 7 ateliers et 7 tribunes en parallèle, donc 14 sous-groupes à mener en parallèle. On pourra déjeuner à 12h30 et on reviendra en plénière à 13h30. Donc, en attendant, vous allez partir en tribune. Voilà les tribunes et les ateliers qui sont prévus. Alors, soit vous avez fait votre choix avant, soit vous pouvez le faire maintenant, soit juste un petit peu après la pause. On a inclus dans ces tribunes des gens, des alumni ou des partenaires. Et puis, il y a des ateliers qui sont portés aussi par des gens de l'équipe. Des ateliers autour des ressentis, des ateliers autour du co-développement, de la prospective, du conseil entre pairs ou un atelier aussi avec Impact France. Et tribune, on a la tribune 2 qui est autour de renforcer la résilience par la diversité et l'inclusion. La tribune 3 sur comment embarquer les parties prenantes. Tribune 5, faire du tourisme un levier d'action favorisant la régénération du territoire. Tribune 8, coopérer pour décarboner, cas de la vallée de la chimie. Tribune 9, renforcer la résilience et la robustesse de l'entreprise par diversité. Ah non, mais c'est deux. Il y a un bug. Ah ouais, ok. Je ne sais plus quelle est la tribune 9 du coup. C'est pas grave, vous allez voir là-bas. Et tribune 10 sur les bureaux du cœur, avec les bureaux du cœur. Et tribune 11, lancer une coopération territoriale sur bâtiments à visée régénératif. Alors, tous les sujets sont affichés dans le hall. Pour ceux qui ont déjà vu, il y a un grand panneau avec tous les sujets. Et là, vous vous inscrivez. Vous avez tout le temps de la pause pour vous inscrire. Et après, de toute façon, tous les ateliers sont au même endroit. Donc, si vous avez une question pour un atelier, besoin de vous éclairer, vous venez vers nous et on vous aide. OK. Merci.